Alors écoutez, on y va. Donc ce que je vous propose, c'est une réflexion aujourd'hui sur on va dire le cousinage entre la peinture et la photographie. Alors, je ne pourrais pas aller dans les détails parce que ça ne tiendrait pas dans mon temps de parole. Une précision, c'est que je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je suis un fada et de peinture et de photographie. Et j'ai tendance à dire que je trouve dans la peinture ce que je ne trouve pas dans la photographie, et inversement, je trouve dans la photographie ce que je ne trouve pas dans la peinture. Alors évidemment, l'histoire de la peinture et de la photographie est étayée par plein de rebondissements, mais la question première que je me pose et que je vous propose comme réflexion, c'est de se poser la question pourquoi, depuis que l'homme est là, sur Terre, et on le sait depuis par la préhistoire, par les gens de la préhistoire, on sait que tout de suite, l'homme a éprouvé le besoin de s'échapper du quotidien, d'essayer de trouver des explications à ce qui lui paraissait absolument incompréhensible. Alors il y a plein de choses, et par quels moyens ils ont essayé, pourquoi ils ont pris un peu d'ocre par terre, un peu de charbon de bois pour faire les merveilles, tu peux y aller, pour faire les merveilles, il y en a une avant, voilà, pour faire ces merveilles de Chauvet, pour faire la suivante, c'est les chevaux de Pechmerle. La première, c'est 35 000 ans. Là, c'est un petit peu plus récent, mais il y a quand même 20 000 ans pratiquement entre les deux, n'est-ce pas? Donc, tous ces codes-là, on ne les a pas. Il est certain que ce langage préhistorique, qui était probablement des communications, eux savaient ce que ça voulait dire. Nous, on ne sait pas. On n'a pas les codes. Ce que l'on peut dire, c'est que tu peux y aller, le suivant. Et puis encore le suivant. Bon, alors ça, ça c'est chez nous, c'est dans le massif de Fontainebleau. Donc il y en a, je ne sais plus maintenant, je crois qu'on a dépassé 2200 ou 2300 gravures, dont on ne connaît pas tellement non plus les codes. Alors on ne va pas s'énerver là-dessus, mais on va essayer de réfléchir à partir de civilisations qui sont plus proches de nous. Je pense à l'Égypte, aux Grecs, à la civilisation étrusque, à Rome, et bien entendu à la civilisation chrétienne, qui en France et en gros dans l'Europe, surtout l'Europe de l'Ouest, a été un marqueur important de l'histoire de l'art. Alors quand on examine il y en avait une avant sur l'Égypte, quand on examine ces photos égyptiennes, voilà, là on est en Égypte, après, tu peux y aller, là c'est une tombe étrusque. Ensuite, voilà une des premières peintures de l'art chrétien. Il y a un portrait, le portrait du Fayoum. Non, c'est plus loin. Bon, voilà, voilà un portrait dit du Fayoum. C'est l'époque où l'Égypte était était romaine, et ces portraits-là étaient sur le sarcophage. Et donc, il y a toute une série des portraits du Fayoum qui sont des portraits absolument admirables. Tout ça nous amène peut-être à réfléchir à une première question. Il me semble que l'art historique, enfin tout ce que nous connaissons, a un certain... bonjour. A un certain rapport avec la mort. L'art, l'image a incontestablement un certain rapport avec la mort. Je vous rappelle que dans tous nos villages, on a des monuments aux morts. Dans nos cimetières, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des photos sur un cimetière. Donc,
premier point fort, on dirait, on a l'impression que l'image a quand même quelque chose à voir, dans certains cas, avec l'idée de la mort, ceci au plan collectif comme au plan individuel. Donc premier point fort, un rapport avec la mort, avec cette idée peut-être qu'il y a une autre vie au-delà de notre expérience de vie sur Terre. Le deuxième point qui me paraît assez évident, c'est un certain rapport de l'image, mais de l'art en général, avec le pouvoir de toutes sortes, pouvoir politique, pouvoir religieux. Tu peux y aller, oui. Alors ça, oui, ça c'est un sarcophage romain, donc toujours cette idée de la mort, tu peux y aller. Ça encore, vous voyez, c'est... Bon, alors là, stop. Pour dire, on parlait tout à l'heure de l'art chrétien, il faut noter que le symbole chrétien le plus fort dans la représentation d'une image, c'est la croix et un crucifix. C'est vraiment l'image que l'on rencontre le plus souvent dans l'histoire de l'art. Donc deuxième point fort, tu peux y aller. Voilà. Deuxième point fort, c'est l'affirmation de l'art en général avec le pouvoir civil ou religieux. Ici, vous avez un portrait de César qui semble probablement authentique. Il y a eu des études faites sur ce buste. Il a été trouvé à Arles, dans le Rhône, et donc on s'est beaucoup penché sur ce buste, et il semblerait que ce soit probablement son visage. Donc évidemment, affirmation du pouvoir, comme tous les bustes des empereurs, enfin, etc. Tu peux y aller. Là, ça, c'est une peinture de Simone Martini du XIVe siècle. Vous voyez, on sent bien l'affirmation du pouvoir du seigneur entre ces villes fortifiées. C'est pas innocent tout ça. Hein. Tu peux y aller. Voilà un tableau de Hyacinthe Rigaud qui représente Louis XIV. Il est bien évident que quand Louis XIV, qui était un grand sportif, un grand chasseur, quand il était à la chasse, il n'était pas habillé comme ça. Donc c'est une représentation de l'image pour imposer une fonction, pour imposer quand même, pour asseoir un certain pouvoir. Tu peux y aller. Là, nous avons c'est le baron Gérard. À gauche, vous avez Joséphine. À droite, c'est le couronnement de Charles X. Même chose. Hein, vous avez des manteaux absolument somptueux qui sont des signes adressés pour toujours affirmer ce pouvoir. Si vous allez à Versailles, j'ai eu le privilège de visiter Versailles avec le conservateur et le directeur des archives départementales, qui m'ont fait visiter Versailles sous un angle extrêmement intéressant. Et ce qu'ils m'ont expliqué, et ce que je n'avais pas forcément bien réalisé, c'est que tout Versailles, c'est un hymne permanent sous 36 formes différentes à Louis XIV. Que ce soit l'architecture, que ce soit l'art des jardins, que ce soit toute la sculpture, toutes les peintures, architecture extérieure et intérieure, c'est un hymne permanent à la gloire de Louis XIV. C'est pas lié à Louis XIV. Moi, je suis allé plusieurs fois, 5 ou 6 fois en Libye, au Sahara, à la recherche de gravures rupestres. Et ce qui est assez drôle, c'est que entre Tripoli et le Sahara, il y a 1000 kilomètres. Bon. Alors vous avez une route qui était une route stratégique. Alors elle était très belle, bien entretenue, il n'y a personne dessus. Hein. Et puis de chaque côté, c'est le désert. Et bien tous les 20 kilomètres, vous aviez un énorme portrait de Kadhafi. Encore une fois, l'affirmation du... Et puis on peut multiplier les exemples.
Pouvoir civil, donc on vient de le voir, évidemment pouvoir religieux. Voilà un temple d'Éphèse, tu peux y aller. Ensuite, voilà un temple de Grèce, tu peux y aller. Et puis, voilà une enluminure qui évoque la construction des cathédrales. Et au-delà des cathédrales, toutes nos églises sont, dans chaque village, marquent l'importance de la civilisation chrétienne. Alors, une question se pose immédiatement, c'est le rapport entre ce qu'on va appeler le sponsor, pour employer des mots à la mode, et l'artiste. D'un côté, il y a le pouvoir et l'argent, d'un côté, il y a la compétence, et donc il va falloir que les deux se mettent d'accord entre eux, parce que, on l'a vu, l'image n'est pas innocente. Si on prend le cas de la crise iconoclaste qui a eu lieu au 8e siècle, on a failli supprimer l'image de toute l'histoire de l'art. En d'autres termes, il s'en est fallu de peu que l'art, on va dire l'art chrétien pour faire vite, enfin l'art de l'Europe, pour faire vite, eh bien, aurait pu être totalement différent, comme peut l'être, par exemple, l'art de l'islam, où il n'y a pas de représentation humaine, mais il y a aussi un très grand art de l'islam. Et puis, aujourd'hui, l'image est a toujours une signification. Regardez la publicité. La publicité, c'est quoi? C'est un hymne au mythe actuel qui est le mythe de la consommation. Tu peux y aller. Hein? Voilà. Alors là, on est toujours dans le rapport entre le sponsor et l'artiste. Voilà un tableau d'Enguerrand Carton, qui est un peintre du XVe siècle, c'est un Flamand, mais qui a beaucoup sévi à Avignon, qui était à l'époque un carrefour de civilisation, à cause de la présence du pape. C'est le couronnement de la Vierge. C'est un tableau qui a été commandé par les Chartreux de Villeneuve-les-Avignon. Si vous allez à Villeneuve-les-Avignon, cette chartreuse existe toujours. Ce tableau a une particularité, c'est qu'on a eu la chance de retrouver, ça ne s'appelle pas comme ça, mais moi je dirais le bon de commande, si vous voulez, de ce tableau. Alors, ça rigolait pas, hein. On laisse pas beaucoup de liberté à l'artiste. Là, on lui impose le thème, bien sûr. Vous avez en haut la partie éternelle, le paradis terrestre, ou quelque chose de ce genre, et puis en bas, la partie temporelle. On peut remarquer, et c'est quelque chose d'intéressant, tout ça a des significations théologiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais qui sont quand même, qui disent que tout ça, ça a un sens. On peut s'apercevoir, par exemple, que les deux portraits du haut, qui représentent Dieu le Père et Dieu le Fils, et le Christ, c'est exactement le même portrait. Et au milieu, vous avez la colombe, évidemment, c'est la Trinité qui couronne la Vierge. Là non plus, c'est pas... merci, c'est gentil. C'est pas tout à fait innocent. Si on veut imposer pour des raisons X le culte de la Vierge, on est dans cet esprit-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. C'est que vous voyez des anges, par exemple. Il y en a des rouges, il y en a des bleus. Tout ça, ça a un sens théologique. Mais c'est imposé aux peintres. De même que sont imposés le rouge des robes de Dieu le Père et Dieu le Fils, et puis cette couleur bleue, qui à l'époque était une couleur très riche, hein, très, très rare, qui souligne
la Vierge, le manteau, la présence de la Vierge. Alors, c'est quand même extrêmement intéressant parce que quand on a retrouvé donc ce que j'appellerais moi ce bon de commande, et quand on regarde ce tableau et qu'on lit la commande, on s'aperçoit qu'il y a quand même des petites différences. Alors, avec notre esprit d'aujourd'hui, on dirait, bon, ben, le peintre a estimé qu'au plan de la composition, au plan des rapports des couleurs, il a décidé de, bon, etc. Pas du tout. Pas du tout. Toutes les corrections qu'il fait, il les était à partir de principes théologiques. Donc, s'il fait ce qu'il a envie de faire, mais il le fait en se retranchant avec un argumentaire théologique pour convaincre ses commanditaires. Tu peux y aller. Alors ici, ben, vous avez tous reconnu Léonard de Vinci. Alors Léonard, ben, évidemment, nous, on le considère comme un des sommets de l'art occidental, hein, évidemment. Eh bien, il a aussi des patrons. Hein. Alors, juste un petit exemple qui est quand même assez drôle. À un moment, Léonard n'a pas de travail. Il est au chômage. Eh bien, il rédige son CV, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il dit dans son CV? Il s'adresse au duc de, je sais plus, j'ai oublié, je ne sais plus quel duc, enfin bon, pour lui trouver du boulot. Hein. Eh bien, il ne se présente pas en tant que peintre, il se présente en tant qu'ingénieur militaire et en tant qu'ingénieur hydraulicien. Parce que Léonard, c'est un esprit universel. Enfin, il a inventé des tas de choses et il explique au duc, mais vous savez, moi, si vous m'embauchez, je peux vous fabriquer des tanks en bois avec des lames bien aiguisées sur le côté, on fonce là-dedans dans les troupes de vos ennemis, on leur coupe les jambes, vous voyez, tout ça, on est loin de la Joconde, là. Hein. Bon. Et puis il dit, mais si vous avez besoin de dévier des rivières, de faire des canaux, mais il ne se présente pas comme peintre. Alors, si vous voulez, il y a eu quand même une grande reconnaissance. La meilleure preuve, c'est que notre ami, c'est notre cher roi François Ier qui le récupère, et si nous avons aujourd'hui des tableaux somptueux de Léonard, c'est évidemment merci François Ier. Donc une reconnaissance incontestable. Michel-Ange, par exemple, a eu des funérailles quasi nationales, si vous voulez. Mais quand même, c'est une époque où le peintre cherche à asseoir une certaine reconnaissance. Il a besoin qu'on reconnaisse la qualité de ce qu'il fait, et il se donne beaucoup de mal pour ça. Alors, un autre exemple, attendez, que je me retrouve dans mes notes. Tu peux y aller, oui. Voilà un tableau de Véronèse. C'est un tableau que vous connaissez, puisqu'il est au Louvre, c'est le repas chez Lévy, mais qui va illustrer une histoire qui, moi, m'amuse. C'est qu'un couvent des Dominicains, je crois, demande à Véronèse de faire un tableau, une peinture murale, je ne sais plus, pour décorer leur réfectoire. Alors habituellement, c'était quelque chose d'assez banal, et dans ce cas-là, ben, on choisissait soit les noces de Cana, qui évoquent un repas, soit évidemment la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ avant sa passion. Donc là, les moines commandent une scène. Mais Véronèse, on est à Venise. Hein. Véronèse, il aime le luxe, il aime la grandeur, il aime les couleurs, il aime les belles femmes. Bon, voilà. Et quand il amène ça aux chers moines,
Les Ardoines, ils sont un peu embêtés parce qu'ils se disent quand même, on a fait vœu de pauvreté. Bien sûr, on est à Venise, hein, c'est bon, mais on a quand même fait de vœu de pauvreté. Je crois que l'Inquisition s'en mêle un peu. Enfin bref, ces chers moines sont quand même un petit peu embêtés. Et mon Véronèse, qui devait être, à mon avis, un assez fin commercial, leur dit, écoutez, c'est pas compliqué, on va changer le nom du tableau, et au lieu de l'appeler la dernière scène du Christ, on va le rappeler le repas chez Lévi ou chez Simon, je ne sais plus. Donc voilà, les moines ont compris ou ont fait semblant de comprendre, j'en sais rien, mais c'est une histoire un peu intéressante, mais qui souligne quand même ce rapport toujours entre ce que j'appellerais le sponsor, le mécène, et la créativité de l'artiste. Tu peux y aller. Alors là, nous étions, alors on a vu 15e, 16e, là nous sommes en plein 17e, nous sommes au milieu du 17e siècle à Amsterdam. Les Pays-Bas se sont affranchis depuis le XVIe siècle de l'Espagne, donc l'Église est beaucoup moins influente, l'esprit protestant est très largement assez dominant, et puis les bateaux des marchands des Pays-Bas sillonnent le monde, et évidemment, tous ces gens-là s'enrichissent avec toutes sortes de... là, par exemple, c'est la corporation des drapiers, et c'est un tableau de Rembrandt. Quand on compare ce tableau de Rembrandt avec d'autres tableaux de corporation, il y en a beaucoup, beaucoup aux Pays-Bas, c'était une habitude, et notamment France Hals, on s'en est fait un peu une spécialité. Déjà, quand on compare tous les tableaux de corporation avec celui-là, il y a déjà une différence là. Les autres, c'est on est content, on a de grands ventres, on est rouge, on a le verre à la main. Là, on sent déjà une certaine intériorité, peut-être déjà propre à Rembrandt. Et tu peux y aller. Et ensuite, la reproduction est très mauvaise. Hein. Bon, mais enfin, peu importe. Ensuite arrive, voici la Ronde de nuit. Alors, la Ronde de nuit, c'est le chef-d'œuvre du Rijksmuseum d'Amsterdam. C'est un tableau qui a été peint aussi vers le milieu du XVIIe siècle. Et c'est la corporation des arbalétiers qui lui commande ce tableau. C'est un tableau qui coûte une fortune. Chaque membre de la corporation, comme c'était l'usage, casse sa tirelire en s'adressant à Rembrandt, qui à l'époque est le super Picasso de l'époque, si vous voulez. C'est le plus cher, bon, etc. C'est vraiment la grande référence. Et donc, mon Rembrandt, à ce moment-là, a des problèmes de famille. Enfin, il est en souffrance. C'est un homme en souffrance. Et donc, il amène son tableau aux arbalétiers, qui sont furieux, absolument furieux, parce qu'il leur demande de faire un tableau classique où on voit bien que ce sont des gens riches, influents, prospères, alors que là, bref, dans leur mentalité de l'époque, ils ne comprennent rien, à tel point qu'ils refusent le tableau. Et qu'on parle même de le brûler. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il a coûté tellement cher qu'on a affaire à des marchands, et donc, du coup, on hésite à brûler ce qui a coûté très cher. Bon, c'est ce qui l'a sauvé. Mais il a été refusé. Je crois que c'est un tableau... Alors, au passage, c'est pas du tout une ronde de nuit. Hein. Bon, mais là, je passe là-dessus, on pourra en parler une heure. Mais je crois que c'est un tableau clé dans le rapport de l'artiste avec son sponsor. Rembrandt reste sur ses positions, il ne change rien, ça va lui coûter très très cher, parce qu'à partir de ce tableau-là, lui qui était richissime, eh bien, il va être snobé absolument par toute la société des Pays-Bas,
Et il avait des collections extraordinaires, des hôtels, enfin des demeures. C'était quelqu'un de très riche. Je ne sais pas si on peut dire qu'il meurt dans la misère, mais enfin, bon, il a pratiquement beaucoup moins de commandes. Donc, si vous voulez, me semble-t-il, bon, un spécialiste en histoire de l'art pourrait probablement, éventuellement me contredire, mais en tout cas étayer ce que je suis en train de vous raconter. Pour moi, c'est un des premiers tableaux où s'affirme très clairement la prédominance de l'artiste sur son commanditaire. Il a le courage de dire non, moi, je m'affirme en tant qu'artiste, et ça, c'est quelque chose de... Alors, on pourrait analyser ce tableau, c'est plein de symboles de toutes sortes, mais c'est pas vraiment le... Un autre exemple, beaucoup plus récent, qui est un peu amusant aussi, c'est un peintre qui s'appelle Survage. Je ne sais pas si vous connaissez Survage. Et il était... Modigliani avait décidé de faire un portrait de lui. Et il lui a fait un portrait avec un seul œil. Alors, Survage dit à Modigliani, mais qu'est-ce qui te prend pourquoi tu me fais avec un œil? Et Modigliani lui répond, tu es un artiste, tu as un œil qui voit l'extérieur, et tu as l'autre œil qui voit l'intérieur. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on est complètement dans le symbole, évidemment. Alors, évidemment, se pose tout de suite la question du peintre, et ça va être pareil pour le photographe, du peintre, du professionnel, et soit de l'amateur qui, lui, est complètement libre de sa créativité, le professionnel l'est beaucoup moins, moins peut-être maintenant, encore que, il faudrait regarder ça, mais il dépend aussi du goût, des méthodes, du goût du collectionneur, des gens de l'État, je suis en train de chercher le nom, bon, ça ne me revient pas, mais des collectivités, des organismes culturels qui choisissent les tableaux, les achètent, etc. Il faut quand même être dans les clous. Les clous ne sont pas forcément les mêmes d'une époque à une autre, mais c'est quand même toujours des clous. Hein, et qui sont, bon, si vous êtes dans les clous, ça va, si vous ne l'êtes pas, ben voilà. Donc il y a toujours aujourd'hui ces conventions, enfin ces blocages, mais il faut faire avec. Je crois qu'il y a quand même un point qu'il faut quand même souligner, et qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui traverse toute l'histoire de la peinture et, beaucoup plus tard, de la photographie, c'est le métier. Le peintre est aussi un homme de métier. C'est un métier d'être peintre. Pour être déclaré peintre dans les Pays-Bas, par exemple, vous savez combien c'était d'années d'études? 7 ans. 7 ans. Vous rentriez d'abord vous faisiez les fonds, puis peu à peu, vous montiez en gamme. 7 ans pour être reconnu. Au bout de 7 ans, vous commencez quand même. C'est quand même le temps qu'il faut pour avoir un diplôme universitaire très élevé. Donc, ce sont de sacrés professionnels. Et dans une certaine mesure, ça a continué avec l'académisme. On en reparlera tout à l'heure. Le photographe, c'est la même chose. École ou pas école, on apprend sur le tas ou on apprend pas dans les écoles, mais de toute façon, il faut surtout, même sortant de l'école, surtout oublier toute une partie de ce que l'on a appris pour avoir un style personnel. Et donc ça, c'est le temps, c'est l'expérience. Donc la difficulté, c'est de reconnaître que la peinture, comme la photographie, c'est d'abord un métier. Là, nous avons la reproduction d'un tableau du 19e qui présente un studio de photographie.
Mais bien avant, on ne connaît pas, par exemple, le nom des auteurs des portiques romans. On ne connaît pas le nom de tous ces Christ en majesté qui sont dans les absides. On connaît simplement le nom de Gilbertus à Autun, parce qu'il l'a signé. Ça, certainement, c'est un signe d'ailleurs. Donc, pendant très longtemps, il n'était pas utile de reconnaître beaucoup d'artistes en tant qu'artistes. C'était des exécutants de niveaux différents, mais quand même, c'était des gens qui souvent honoraient, j'allais dire presque une commande, comme le photographe doit le faire, comme le photographe, vous vous rappelez, maintenant ça a pratiquement disparu, mais il n'y a pas encore si longtemps, il y avait des photographes en ville quand même, qui avaient magasin. Ce qui était d'ailleurs amusant, c'est que on voyait souvent photographe d'art ou photographie d'art. Ça avait un sens. C'était un peu, je pense, pour le photographe exprimer qu'il avait envie d'être reconnu comme un artiste. Alors, évidemment, on arrive là à commande, donc on dépend de quelqu'un qui a ses goûts, ses critères, et en même temps, ben, le photographe, comme le peintre, il a peut-être envie de faire à sa manière, à sa sauce, à lui. Et si je prends l'exemple des photographies, Willy Ronis m'a expliqué dans quelles circonstances il a fait certaines photos. Bon, je ne l'ai pas là, mais ces trois petits bonshommes là, bon, c'est en allant en Moselle photographier une aciérie. Donc, mais il a vu ces gamins, il s'est arrêté, il a fait la photo. Les photos d'aciérie, personne n'en parle plus. Par contre, la photo qu'il a faite sur la route, tout le monde connaît cette photo. Et Doisneau, qui lui aussi, on ne connaît Doisneau que par ses photos qui sont restées célèbres, mais 9 fois sur 10, ce sont des photos qu'il n'a pas fait dans un cadre professionnel. Il l'a fait parce qu'il avait envie de les faire. Là, je pourrais vous raconter 25 anecdotes sur Doisneau. Et donc, là aussi, chez le photographe, apparaît cette idée de la commande, et la plupart des photos de commande, personne ne en veut, et puis ces photos qu'il faisait à titre personnel. Bon. Et donc, dans la même personne, que ce soit l'artiste ou le photographe, eh ben, coexiste le professionnel qui gagne sa vie soit avec la peinture, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, mais ça l'était encore dans les années jusqu'à... je me rappelle dans les années 50-55, vous aviez encore beaucoup de peintres, les affichistes, alors dans le cinéma, il y a encore beaucoup, les publicités étaient, beaucoup faisaient appel à des peintres, et puis peu à peu, à partir des années 60, c'est la photographie qui s'est complètement imposée. Alors, on peut se poser encore une question, c'est quel a été le cousinage, j'allais dire, historique entre la peinture et la photographie. Alors, avec malice, je vous poserai la question, qu'est-ce que vous connaîtriez et qu'est-ce que nous connaîtrions de l'histoire de l'art sans la peinture, sans la photographie et sans l'imprimerie? Ça serait restreint. Ça serait restreint. Qu'est-ce que l'on connaîtrait? Alors évidemment, le peintre comme le photographe, ils ont en commun le traitement de la lumière. Bon, photographie, étymologiquement, c'est écrire avec la lumière. Ils ont la composition, ils ont les couleurs, ils ont les tons, ils ont les nuances. Tout ça traité de manière différente. Il y a quelque chose qu'ils ont en commun, c'est ce qu'on a appelé la camera obscura. Alors, vous connaissez peut-être, la camera obscura, c'est vous prenez une boîte bien fermée, c'est faire le noir absolu, vous percez un petit trou d'un autre côté, et un phénomène curieux, c'est que sur la partie en face se crée une image. Ben, ça date pas d'hier, hein.
Ça date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Aristote en parle déjà. Et on en reparle au XIe siècle, enfin bon, ça n'arrête pas. Les peintres du XVIe l'ont beaucoup utilisé. Vermeer, là vous avez un tableau de Vermeer, donc au XVIIe, on a beaucoup utilisé, et au XVIe et au XVIIe, pour aider le peintre à mettre sur une surface plane, créer un peu la perspective. Alors, vous savez que la perspective, contrairement à ce qu'on dit souvent, elle n'est pas née au XVIe siècle. Vous avez dans des peintures de Pompéi ou chez Giotto, la perspective existe, mais c'est une perspective empirique. Eux, les gens de la Renaissance veulent la théoriser, et si vous prenez certains documents de Léonard, vous avez l'impression de consulter tantôt un livre d'anatomie, tantôt un livre d'optique, tantôt un livre de physique. C'est vraiment un scientifique, ce gars-là. Hein. Bon, c'est vraiment un scientifique. Bon. Donc, aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de photographes qui s'amusent, et j'ai vu des fois des résultats tout à fait intéressants à partir du même procédé qu'on appelle le sténopé. Vous avez compris qu'il suffit de remplacer le petit trou par un objectif, une lentille, et vous avez l'appareil photo. Donc ça, point commun entre les peintres et les photographes. Et malgré tout, il y a un rapport à la réalité qui est quand même différent en peinture et en photographie. Alors, je vais vous raconter une histoire peut-être que vous connaissez, mais qui n'est pas récente, hein, puisque c'est chez les Grecs, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a deux peintres, alors je ne me rappelle jamais leur nom, ils ont des noms impossibles, Xeusis et Parrhasios, et qui sont tous deux de très grands maîtres. Beaucoup penchent plutôt pour Xeusis, mais Parrhasios, bon. Alors on veut un peu dire, bon, ben quel est le premier? Bon, comme si ça avait une importance. Mais enfin, eux, ils avaient l'air de trouver ça important. Et alors on décide de faire un concours. On décide de faire un concours entre les deux, ils sont d'accord, et chacun fait son tableau. On présente le tableau qui est masqué par un rideau, et le premier, Xeusis, arrive, tire le rideau, et il a représenté une coupe de fruits avec une magnifique grappe de raisin. Et pendant que le jury et tout le monde regardait ça, un oiseau arrive et va pour picorer la grappe de raisin. Alors on se dit, bon, là, ça y est, les dés sont jetés, c'est lui qui va gagner, bon, c'est évident. Et arrive le tour de, comment je l'appelle, Parrhasios, c'est ça, non? Hein? Oui, Parrhasios. Il arrive, et lui, ben, il reste assis. Donc, tout le monde lui dit, y compris son collègue, lui dit, bah, écoutez, maintenant c'est votre tour, écartez le rideau pour qu'on voit votre œuvre. Mais il dit, mais mon œuvre, vous l'avez sous les yeux, c'est le rideau. Tout le monde s'est fait avoir, et c'est lui qui a remporté le prix, parce qu'on dit que le premier a trompé un animal, et le second a trompé un homme, et qui plus est, un artiste. Donc, vous voyez, la référence de cette époque-là, c'est vraiment de coller et de reproduire la réalité. On demande au moins dans certaines circonstances, c'est peut-être pas général, on jauge ça en fonction de son rapport à la réalité. Alors, la réalité, c'est quoi la réalité? Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, qui est un intellectuel, dit « Aucune image n'est vraie. Aucune image n'est vraie. »
Alors, la réalité, c'est quoi? C'est ma réalité, la vôtre, celle de quelqu'un qui a vécu dans une autre époque, dans une autre civilisation. C'est quoi la réalité? Alors là, bon, je pense qu'on peut brancher quelques philosophes qui pourraient nous en parler pendant des heures. Tu peux y aller. Alors, la réalité, ben voilà un tableau de David. Ça représente Bonaparte traversant, enfin montant le Grand Saint-Bernard, vous savez, pour passer en Italie. On sait que ça m'étonnerait que ça colle à la réalité. D'autant qu'on sait qu'il était monté sur un âne et c'était beaucoup moins glorieux que tout ça. Mais évidemment, c'est comme les portraits d'Hyacinthe Rigaud, c'est politique. Hein. On montre quelque chose de fastueux, encore une fois, pour imposer un pouvoir. Le rapport à la réalité, bonjour. Hein. Tu peux y aller. Alors là, vous avez une peinture de Van der Weyden. Là, on est au XVe siècle, dans les Pays-Bas. Alors, vous avez les deux. Vous avez quand même une tête qu'on peut reconnaître. Mais vous avez un ange. Ça m'étonnerait que Van der Weyden ait vu beaucoup d'anges dans sa vie. Hein. Par contre, il y a une réalité, c'est le manteau. Le manteau, rappelez-vous, nous sommes dans une société bourgeoise où le commerce des étoffes joue un très grand rôle, et il y a beaucoup de grands amateurs d'étoffes qui savent ce que c'est qu'une étoffe. Et ces tableaux-là, quand vous les regardez avec des loupes, vous voyez les fils d'or. Donc là, vous voyez, coexistence entre une réalité complètement interprétée, mais qui coexiste avec une vraie réalité. Tu peux y aller. Alors, peu à peu, on va avancer. Là, nous voilà au XIXe siècle avec Monet. Et Monet, qui est l'emblème de l'impressionnisme, et là, avec l'impressionnisme, on a un rapport à la photographie qui est quand même particulièrement intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure que faire une photo, c'est écrire avec la lumière. Eh bien, Monet ne nous dit pas autre chose. Ça, c'est la façade de la cathédrale de Rouen. Il y en a toute une série. Il a fait une autre série sur les meules de foin ou blé ou je ne sais plus quoi. Bon. Mais là, il y en a toute une série. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Monet? C'est que on sait, quand on va à Rouen, on sait de quelle fenêtre il était pour peindre pour avoir cet angle-là. Et quand vous voyez la série ensemble, il n'y a rien à voir. Donc Monet nous explique que la peinture, ça se fait aussi avec la lumière, comme la photographie, mais que c'est quelque chose de mouvant. La lumière, elle change sans arrêt. Elle n'est pas la même le matin, elle n'est pas la même le midi, elle n'est pas la même le soir, elle n'est pas la même au printemps, en été, à l'automne, en hiver. Donc c'est quelque chose de mouvant. Donc la réalité, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est de composer comme ça va trop vite. Il ne peut pas faire un tableau comme ça en un centième de seconde. Le photographe, si. Et là, on arrive à quelque chose qui est fondamental entre le photographe et le peintre. Mais on va y revenir. Tu peux y aller. Alors, voilà encore un tableau de Monet. Alors, c'est le Parlement de Londres qui a donné le nom, puisque c'est Impression au soleil levant, qui a donné, c'est ce tableau-là, parce qu'il y en a plusieurs en fait, hein, qui a donné le nom de l'impressionnisme. Au passage, impressionnisme, fauvisme, cubisme, tout ça, ce sont des noms de dérision des critiques de l'époque. Hein. Bon. Donc voilà quelque chose qui est dans le même ordre d'idées. Tu peux y aller. Et puis peu à peu, on va voir arriver ce que j'appellerais presque des peintres photographes. Voilà Degas. Degas, ça pourrait presque être une photo. Si vous savez que Degas était lui-même un photographe,
il a laissé des centaines, je crois, de photographies. C'est quelque chose de... C'était quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup de photographies. Tu peux y aller. Et là, vous voyez, on est dans le quotidien. On n'est plus dans les grandes scènes mythiques, dans les grandes scènes d'histoire, qui étaient la catégorie de peinture qui était le plus prisée, hein, cette peinture d'histoire. Là, on est dans le quotidien. Voilà une femme qui rentre dans sa baignoire. On sent bien qu'on est là vraiment dans le quotidien. Tu peux y aller. Là encore, je m'excuse, elle est un peu floue. Ça, c'est Caillebotte. C'est un tableau qui est pris pas très loin d'ici, dans l'Essonne, à Hyères, où il y avait la propriété des Caillebottes, mais on sent qu'une photo, voilà, Caillebotte, mais on pourrait parler de Vuillard, qui a fait le même genre de photos, qui sont, tu peux y aller. Et puis on arrive aux peintres pompiers de la fin du 19e siècle. Moi, j'ai envie de les défendre, ces gens-là. C'est pas l'habitude, hein. Les peintres pompiers, on les fusille vraiment allègrement. Moi, j'ai envie de les défendre. Non pas que ma sensibilité ne se porte pas sur ce genre de peinture, mais c'était des gens qui, comme les Flamands et autres, avaient un métier extraordinaire. Et eux aussi étaient dans l'idée de la ressemblance. Et là, c'est un tableau, mais avouez que ça pourrait être une photo. On est complètement, si vous regardez certaines toiles de Meissonnier, je suis en train de les oublier, Bouguereau, de Taille. Moi, je vois un tableau au Sénat, je regardais un jour de près, mais je ne sais plus de qui c'est, enfin, je ne me rappelle plus, mais qui représentait une scène militaire, mais quand vous regardiez les boutons d'uniforme, vous voyez à quel régiment le gars appartenait. Il y a un souci du détail, comme Van der Weyden tout à l'heure dans son manteau. Et alors ça, on peut en parler, on pourrait en parler beaucoup. Alors, peu à peu, on a l'impression que, à travers l'impressionnisme, à travers des gens comme Degas, Caillebotte et beaucoup d'autres, et les peintres pompiers, on arrive à se rapprocher de l'esprit de la photographie. Et comme je vous le disais, le Monet, dans sa démarche d'impression au soleil levant, par exemple, se fait une image mentale qu'il va reproduire et créer à sa sauce. C'est-à-dire qu'il va la refaire, il va toujours l'élaborer. La réalité et la photographie est un peu différente quand même, voire même assez différente. Bon, on peut en discuter longtemps. Il y a un slogan qui m'a toujours beaucoup amusé, alors je ne me rappelle plus de quel photographe c'était, de Paris, un photographe parisien je ne sais plus si c'était Nadar, Carja ou un de ces peintres, un de ces photographes célèbres de la deuxième partie du 19e siècle. Son slogan, c'était « Nous garantissons la ressemblance ». Ça. Bon. Donc lui aussi, il était dans cette idée qu'il faut être ressemblant. Est-ce que c'est le cas pour le photographe? Ben non. C'est toujours une photo, c'est toujours une interprétation. Toujours. C'est évidemment, comme en peinture, on parle de la réalité, on parle de la nature, évidemment, mais qu'on va interpréter. Parce que le photographe, il va choisir son cadre, il va choisir de faire telle partie du paysage ou telle autre, mais c'est toujours un choix. Le choix, c'est celui de son cadrage. Mais suivant qu'il utilise un grand angle, enfin j'exagère un peu, bon, il va avoir ça. Mais s'il utilise un télé assez puissant, il va avoir ça. C'est-à-dire qu'il choisit sa réalité à lui pour en faire sa photographie.
Il y a toujours, mais c'est toujours une interprétation de la réalité. Alors, il y a quand même encore une différence, c'est que le peintre qui, lui, installe son chevalet dit « Tiens, mais là, c'est bien », mais il a une liberté d'interprétation extraordinaire que n'a pas le photographe. Parce que si le peintre a une verrue pas possible, une saloperie en premier plan, il ne va pas en tenir compte, il va prendre ce qu'il a envie de prendre. Le photographe, non. S'il est au même endroit, il a sa saloperie en premier plan, alors il va essayer de se déplacer à gauche, à droite, de circuler, d'avancer, etc. Mais il est obligé de la prendre, y compris en numérique. Alors, le grand avantage du numérique, c'est que les logiciels de retouche sont tellement performants qu'il va pouvoir la supprimer. Mais il est quand même obligé de la prendre. Alors, on peut peut-être dire que la photographie a une plus grande, peut-être, proximité. Mais c'est quelque chose de différent dans ce rapport à la réalité. Et je crois qu'on peut se résumer en disant que le peintre élabore son œuvre à partir d'une représentation mentale, le photographe saisit au centième de seconde la réalité qu'il choisit dans son instant ou dans sa géographie, dans l'espace. Le photographe élabore, le peintre élabore, le photographe saisit. C'est quelque chose de deux approches qui sont tout à fait différentes. Alors, autant le peintre a des avantages, je viens de le dire avec mon histoire de tas de boue en premier plan, hein, mais la photographie a aussi ses avantages par rapport à la peinture, et je crois que les photographes devraient y réfléchir davantage, qu'ils disposent d'un outil qu'ils sont seuls à pouvoir disposer. C'est un outil qui n'existe nulle part dans aucun autre art, c'est l'instantané. Saisir en, vous choisissez la vitesse que vous voulez. Et ça n'existe dans aucun autre art. Je pense que l'instantané, c'est peut-être quelque chose, qui sont évidents pour le photographe de sport, pour le photographe d'animaux, je pense à mon ami Patrick. Là, c'est vraiment tout de suite là et pas c'est pas la seconde d'après ni la seconde d'avant, c'est celle-là. C'est vrai aussi évidemment dans les photos des photographes dits humanistes, encore qu'il faudrait s'entendre sur cette définition d'humaniste. Bon, voilà. Et je ne suis pas en train de dire que, évidemment, le photographe a beaucoup d'autres façons de s'exprimer en dehors de l'instantané. Mais l'instantané, c'est la photo, point. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment, et là je me permets d'insister, le marqueur pour moi essentiel de la photographie. Alors, une question qui se pose et que l'on entend assez souvent, c'est couleur ou noir et blanc. Alors ça, c'est une vache sacrée. Hein. On l'entend sans arrêt. Bien. Alors, on va peut-être commencer, par exemple, par la peinture. Il est vrai que la peinture, en gros, est quand même née en couleur. Les fresques, les peintures murales, les peintures préhistoriques qu'on a vues tout à l'heure, il y a de la couleur. Il y a aussi beaucoup de noir. C'est le charbon de bois, et ça n'a pas changé. Or, le dessin, par exemple, et la peinture, c'est quand même, ils sont aussi cousins germains. Le dessin, il est très souvent en noir et blanc. La gravure a été ou est
en grande majorité également en noir et blanc. Mais en gros, on peut quand même dire que la peinture est majoritairement quand même née en couleur. Il faudrait regarder ça de plus près. Voilà un portrait de Balthazar Castiglione, qui est un des grands tableaux du Louvre, qui est un tableau de Raphaël. Raphaël, XVIe siècle. Avouez qu'il y a quand même pas mal de noir et blanc. Tu peux passer. Voilà un autoportrait de Velázquez, grand peintre espagnol, le grand peintre espagnol. Avouez qu'il y a quand même beaucoup de noir et blanc. On continue. Voilà un détail du tableau de Rembrandt, c'est un détail de la corporation du drapier. Le noir et blanc joue un rôle énorme dans la peinture. Et je vous rappelle, on est passé d'Espagne alors là, nous revoilà en Espagne avec... oui, tu peux y aller, oui. Voilà Goya, vous voyez, en noir et blanc. Si vous prenez la peinture espagnole en général, le noir et blanc, qu'est-ce qu'il est présent, hein? Qu'est-ce qu'il est présent? Il est présent chez le Caravage, avec ses lumières extraordinaires. Bon, tu peux y aller. Il est présent chez Manet. Ô combien! Si vous supprimez le noir et blanc chez Manet, vous supprimez presque, toute une partie de la créativité de Manet. Il y a un petit peu de vert, hein, mais il y a quand même essentiellement du noir et blanc. Tu peux y aller. Voilà un autre portrait de Manet. Si vous supprimez la petite tache rouge de rouge à lèvres, c'est un tableau en noir et blanc. Et on est parmi les plus grands de la peinture, hein. Rembrandt, Velázquez, Goya, je vous ai parlé de Caravage, Manet, qui me paraît être le grand homme du renouveau de la peinture au XIXe siècle. Vas-y. Encore un tableau de Manet. Ah oui, que ça commence à faire pas mal. Le noir et blanc est quand même très présent et parmi les plus grands de la peinture. Vas-y. Sans parler de gens comme Soulages ou Hartung, qui sont des grands peintres contemporains, tu peux y aller, avec, voilà encore un tableau de Soulages, et si j'ai un conseil à vous donner, à moins que vous le connaissiez, allez voir les vitraux de Soulages à Conques. C'est une merveille. Je vous conseille le soir quand c'est éclairé, allez-y au moment où il y a la présentation du portail, montez au Triforium, vous verrez les tableaux, les vitraux de Soulages en noir, c'est une merveille. Et après, vous me parlerez du noir. Vous apercevrez qu'à travers ce noir-là, il y a des tas de nuances qui sont extrêmement intéressantes à observer. La présence du noir et blanc, y compris chez Titien, Titien étant quand même une des grandes, peut-être la grande référence de Venise, eh bien, le noir et blanc est, pour la couleur, et le noir et blanc est extrêmement présent dans toute l'œuvre de Titien. Alors, on en conclut que finalement, il faut peut-être revoir un peu tout ça. On s'aperçoit que le noir et blanc est très présent dans la peinture aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie un peu moins, mais le Caravage, c'est quand même Naples. Bon, je veux bien qu'il y a aussi des influences espagnoles, mais enfin bref. Le noir et blanc est quand même très largement présent dans toute l'histoire de la peinture. Alors là, voilà, vous avez Caillebotte. Bon, Caillebotte, eh bien, là, ce sont que des nuances de gris, quoi. En ajoutant, je vous parlais de Degas tout à l'heure et de son rapport à la photographie, mais Caillebotte, son frère est photographe. Son frère est photographe. Et si vous prenez toute l'œuvre de Caillebotte, que ce soit les raboteurs, que ce soit les scènes de kayak sur Lierre, je crois, hein, sur Lierre, ça sent la photo, quoi. Hein, ça sent la photo. Bien. Alors maintenant, tu peux y aller. On a tendance à dire, là je vous présente une très très mauvaise reproduction,
Mais on a tendance à dire, à l'inverse, que la photographie semble est née, on peut le dire, en noir et blanc. Et pourtant, il faut encore là exécuter quelques vaches sacrées de nos que l'on a en tête. Si on considère, alors évidemment, si on parle de Niepce, c'est 1820 en gros, mais c'est pas en 1820 qu'on a inventé le principe de la photo, mais il faut attendre assez longtemps. Il y a des dizaines d'inventeurs. J'avais fait toute une conférence là-dessus il y a quelques années. Il n'y a pas un inventeur de la photo, il y en a des dizaines. Et puis il y en a certains qui ont plus ou moins marché, enfin, etc. Mais on parle d'une photo couleur déjà en 1861. Là, il y a des incertitudes, donc j'en parle pas trop. Je vous le mentionne simplement. Mais si on considère que, certes, le daguerréotype, c'est 1840, 1839, 1840, puis après 50, mais en gros, on va dire quand même que la photographie s'installe dans le paysage de la société du XXe siècle à partir de 1860, 70, 80, quoi, à peu près. Entre parenthèses, en même temps que la naissance de l'impressionnisme dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on est dans le rapport entre la photographie et la peinture. Cette photo-là, elle date de 1877. C'est une photographie qui a été faite par Ducos du Horon, que l'on considère comme l'inventeur de la photo en couleur, avec d'autres, hein. Mais en gros, on considère quand même. Mais, encore une fois, ces recherches sont beaucoup plus anciennes. Eh bien, on est là dans une époque où l'impressionnisme est en plein développement. Rapport entre... le noir et blanc, ben, on l'a vu, hein. Le noir et blanc, ben, c'est l'ombre et la lumière, c'est le jour et la nuit, ce sont des symboles extrêmement forts. Et on s'est aperçu que le noir, c'est une couleur, le blanc et le gris sont des couleurs, et si on poussait encore la plaisanterie un peu plus loin, si j'en crois Newton avec son disque, qui a mis, vous savez, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur un disque, quand vous le faites tourner très vite, vous obtenez, dans certains cas, un blanc et au moins un gris. Donc, le noir et blanc, le noir c'est une couleur, le blanc c'est une couleur, et le blanc c'est la synthèse de toutes les couleurs. Bon, je torture un peu, bon, c'est un peu une plaisanterie, mais enfin, quand même, il faut quand même le noter. Alors, après, bah, est-ce que vous préférez la couleur, est-ce que vous préférez le noir et blanc? Je vous pose la question, vous préférez le rouge ou le jaune? Vous préférez le bleu ou le vert? Il y aura des tas de réponses différentes, hein. Et donc, bah, c'est selon, quoi, hein, c'est selon chacun. Hein. Alors, il se trouve que, par exemple, je prends tous les photographes humanistes qui ont commencé, en gros, dans les années, pour faire vite, dans les années 30, avec une grande parenthèse pendant la guerre, et qui reprennent de plus belle après la guerre, bah, évidemment, toutes ces photos-là sont en noir et blanc. Alors que la couleur existait. Parce que dès 1903, les frères Lumière inventent l'autochrome. Et moi, j'ai vu des autochromes qui sont de très bonne qualité. Mais ça existe en soi. Mais de là à ce que ça soit vraiment utilisé à tout va, il y a de la marge. Moi, je peux vous dire, moi qui suis un fan de peinture, j'ai des livres de peinture, j'en ai plein partout. Eh bien, en préparant cette causerie, je n'avais même pas réalisé ça. J'ai retrouvé des catalogues de peinture, des grandes expositions de peinture des galeries du Grand Palais, en noir et blanc. Donc il faut que vous sachiez que, bah, pratiquement, moi qui étais dans l'édition,
Et donc, il y avait un grand rapport avec les imprimeurs, les photograveurs et tout ça. Je peux vous dire qu'imprimer de la couleur à une certaine époque, ça coûtait une fortune. Alors, peu à peu, les choses se sont gâtées pour le noir et blanc, parce qu'avec l'apparition, par exemple, du numérique, la qualité de la couleur s'est beaucoup améliorée. Et dans le même temps, comme tout le monde fabriquait les papiers, les couleurs, tout ça, pour la reproduction de la couleur, les papiers, comment dirais-je, les encres en imprimerie pour le noir et blanc. Bon, donc il y a eu une dégradation très importante de la qualité du noir et blanc au moment où la qualité d'impression de la couleur. Si vous considérez que tous ces photographes que vous connaissez tous travaillaient essentiellement avec la presse, qui était en noir et blanc. Et donc, vous aviez là des exigences techniques, alors que la photo couleur existait, mais bon, finalement, ils faisaient du noir et blanc parce que leurs clients demandaient du noir et blanc, parce qu'ils ne pouvaient pas imprimer la couleur. Bon, c'est beaucoup plus tard qu'on a imprimé en couleur. Alors, tu peux y aller. Alors oui, ça, j'avais pris ce tableau de Delaunay qui évoquait le disque de Newton. Bon, voilà, tu peux y aller. Alors, il y a une photographe américaine que j'aime beaucoup, une très très grande photographe, qui, dans les années 59-60, c'est une photographe humaniste qui a fait toute une partie de son travail en noir et blanc, mais qui, en 59-60, s'est mise à la couleur. Elle était, pour son temps, en avance. Et donc, elle a fait toutes ces photos humanistes, qui sont des photos que j'adore, mais elle les a fait en couleur. Alors, voilà une de ces photos en couleur. Moi, si j'avais eu à faire cette photo-là, je l'aurais faite aussi en couleur. Parce que là, la couleur a un rôle spécifique. On peut me dire le contraire, peut-être qu'en noir et blanc, bon. Mais la couleur joue un vrai rôle dans cette photo. Tu peux y aller. Voilà encore une photo d'Hélène Lévite. Bon, c'est sûr qu'en couleur, ça gagne. On voit la crête des coques, on voit cette opposition entre le rouge et entre les sièges. On peut considérer que la couleur a un rôle vraiment dans l'expression de cette photo. Tu peux y aller. Mais dans cette photo, qui est en couleur, j'ai oublié le nom, un nom comme d'Indy, je crois, ou Indy, bon. Quel est l'intérêt de faire cette photo-là en couleur? Le fait que vous voyez que son pullover est rouge, qu'est-ce que ça amène? Par contre, moi, c'est une photo que j'aurais vue en noir, parce qu'en noir, on aurait vu beaucoup plus vite la concentration des enfants. Regardez la concentration des enfants. Alors qu'en couleur, on est un peu charmé par une tache de rouge. Mais moi, cette photo-là, je la vois en noir et blanc. La couleur n'amène rien, selon moi. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Mais voilà un exemple. Alors, dans la même époque, vous aviez une photographe, ça mérite, c'est Viviane Mayer, qui vivait également aux États-Unis, qui est française d'origine, mais qui, elle, a fait 150 000 photos. Alors, c'est une histoire incroyable. Elle développait ses négatifs, mais elle ne faisait pas de tirage. Et on l'a retrouvée par hasard, c'était un miracle. Bon. Toutes ces photos sont en noir et blanc. Dans le même genre qu'Hélène Lévite, vous avez un grand photographe que j'aime énormément, qui est un photographe anglais qui s'appelle Martin Parr, que vous connaissez peut-être, qui fait des photos admirables en couleur. Mais attention, il a aussi des clients. Aujourd'hui, moi, à une certaine époque, quand je faisais mes livres en noir et blanc, il y a un moment où tous les libraires me disaient, maintenant, le noir et blanc, c'est fini. La clientèle demande la couleur. C'est-à-dire que
quand on est professionnel, on a toujours quelque part un sponsor. Ça s'appelle un client, ça s'appelle un collectionneur, ça s'appelle une collectivité, mais il y a toujours un client quelque part. Il y a toujours un client quelque part. Et des professionnels aujourd'hui, qui travaillent eux aussi avec la presse, etc., évidemment, ils le font en couleur. Bon, j'en ai jamais parlé à Martin Parr, que je n'ai jamais rencontré, mais bon, cette photo, ça c'est une photo à moi. Moi qui suis un fanatique du noir et blanc, cette photo-là, je la fais en couleur. Parce que, bon, il y a une dominante jaune qui est abominable, enfin, bon, mais évidemment, les taches, le rouge à lèvres sur ce professeur très honorable de médecine, parce que c'est à l'Odéon, et puis cette tache rouge, ça a un sens. Ces deux taches rouges procèdent à la lecture, enfin, jouent un vrai rôle dans la photographie. Alors, moi, à titre personnel, mais ce n'est que moi, hein, ça n'est que mon avis, hein, donc moi je préfère le noir et blanc. Cette année, notre ami Quentin a décidé que aujourd'hui, cette année, on ne mettrait que le noir et blanc. Et pour moi, le noir et blanc permet un contraste plus affirmé, c'est plus sévère, il n'y a pas ce côté, je vais être un peu méchant, allez, vous m'autorisez à être un peu méchant, ce côté coloriage de la photo couleur. Dans une photo couleur ratée, il reste quand même un rouge quelque part, un jaune qui va faire que il y a quand même, ça a un petit côté flatteur, un petit côté commercial, qui, quand on vend quelque chose, c'est qu'il faut que ça plaise. Hein, donc, bon. Mais évidemment, la couleur n'est pas que ça. Mais en photo, moi, voilà ma réaction. La puissance, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup moins flatteur, une photo en noir et blanc est beaucoup moins flatteur. Si elle n'accroche pas le regard, on rentre pas facilement dans une photo en couleur, en noir et blanc. Il faut aller à l'essentiel. Mais c'est aussi le boulot du photographe de faire en sorte que celui qui va regarder sa photo dégage l'essentiel de ce qu'il a envie d'exprimer. Alors évidemment, si vous êtes photographe, tu peux y aller, si vous êtes photographe et qu'on me demande de faire aujourd'hui les photos d'un catalogue du Grand Palais où tout est en couleur, je ne vais pas la faire en noir et blanc, évidemment. Si on me demande de faire une photo de ce tableau, je ne vais pas la faire en noir et blanc. Si on me demande de faire les vitraux de Chartres, je ne vais pas les faire en noir et blanc, etc., etc. Mais tout ça, c'est le rapport entre le créatif et son sponsor, quel qu'il soit. Alors, je vous l'ai dit, progrès énorme je vous en ai un peu parlé de ces progrès en imprimerie notamment, mais avec un phénomène qui est quand même extrêmement intéressant à noter. C'est que cette dégradation d'impression du noir et blanc qui a fait que pour toute une partie de la population, le noir et blanc, c'est le passé, c'est ringard. On n'en parle plus. Soyez moderne, mon vieux. Aujourd'hui, pour être moderne, c'est la couleur qui s'impose dans les années, vraiment, dans les années 70. À partir des années 70, et puis évidemment, et maintenant, c'est vrai qu'il y a une qualité de reproduction de la couleur en imprimerie qui est extraordinaire, et en photographie aussi. Parce que je peux vous dire que les photographies en couleur de 1960 sont bien loin d'avoir la qualité de la photo numérique d'aujourd'hui. Mais ça, c'était en 1970. Ça fait quand même 50 ans. Alors, les choses ont changé. Les choses
sont en train de basculer. Parce qu'en 1960-70, la norme, c'était le noir et blanc, et un peu l'exception, c'était la couleur. Moi, je faisais des bouquins de 200 pages, il y avait 4 photos couleurs, 4 pages couleurs, plus la couverture. Et le reste, c'était du noir et blanc. Donc la norme, c'était le noir et blanc. L'exception, c'était la couleur. Mais aujourd'hui, ça c'était il y a 50 ans, mais aujourd'hui, c'est le contraire. La norme, c'est la couleur, et l'exception, c'est le noir et blanc. Si on se rappelle que le créatif, l'artiste, appelons-le, pour l'art, c'est une certaine distance entre la réalité, l'artiste va s'inspirer bien sûr de sa réalité, mais il va la transformer, il va créer de la distance. Ce n'est pas une photocopie de la réalité. Mais aujourd'hui, que la couleur est complètement la norme, alors on note quoi? C'est très intéressant. Les personnes qui, comme moi, qui sont des vieux grégous, ont connu cette période, beaucoup, et c'est assez normal, continuent, sont un peu ancrés dans cette idée-là. C'est plus du tout le cas des jeunes, mais plus du tout. Moi, je peux vous dire que je vais pratiquement chaque année à Arles, qui est quand même le grand rendez-vous, un des grands rendez-vous mondiaux de la photo. Je parle beaucoup avec des jeunes. Alors ça a commencé avec mon fils, qui est photographe. Lui, c'est un passionné de noir et blanc. Je lui dis, ça y est, je lui ai repassé le virus. Là, mais quand je suis à Arles et que je suis au milieu de jeunes qui me disent, nous, on adore le noir et blanc, alors là, je me dis, là, j'y suis pour rien. Hein. Là, j'y suis pour rien. Donc, et je vais vous raconter alors ça, c'est une histoire qui m'a frappé parce que c'est tout récent. C'est mon fils qui nous racontait ça, là, ces derniers jours. Il a fait des photos dans une école. Il a pris des enfants, alors avec les parents, tout ça. Enfin, ça, c'est une école, une classe unique. Vous savez, alors ça va de la maternelle au CM2. Bon. Alors, c'est une ambiance un peu spéciale. C'est à la campagne. Donc, il a fait des tirages, et lui, il l'a fait en noir et blanc. Il a fait des tirages en noir et blanc, bien sûr, qu'il a distribués à tous les enfants. Pas un seul ne lui a posé la question, mais pourquoi vous faites du noir et blanc? Pour eux, c'est pareil. Noir et blanc, couleur, c'est pareil. Je pense que si vous faites la même expérience avec des gens qui ont connu cette période de 70-80, la réaction risque d'être différente. Donc, vous voyez, c'est en train, le problème est en train de s'inverser. Alors, un autre problème entre la peinture et la photographie, qu'on entend sans arrêt, hein. La peinture, c'est une œuvre unique, la photo, ce sont des œuvres multiples. OK. Dans l'esprit, pourquoi c'est si important d'avoir une œuvre unique? Eh bien, c'est parce que c'est fait de main de maître. C'est ce qui est d'ailleurs très largement vrai aujourd'hui. Le peintre est dans son atelier et fait lui-même toute sa peinture. Là, on est sûr que c'est vraiment de sa main. Ce n'était pas du tout le cas dans l'histoire. Pas du tout. Que ce soit des tableaux, des fresques, des peintures murales, c'était pas du tout le cas. Et puis, réfléchissons 2 minutes. Ça peut avoir un intérêt pour le collectionneur. C'est peut-être plus important, ça vaut peut-être plus cher. On est quand même dans une époque où l'argent joue un rôle premier. C'est plus cher d'avoir quelque chose qui est unique que quelque chose qui est multiple. Mais ça change quoi? Quand vous êtes devant un tableau, devant une œuvre, qu'elle soit unique ou qu'elle soit multiple, ça change quoi quant à l'essentiel?
L'essentiel, c'est quoi? Est-ce que devant un tableau ou devant une photographie, j'établis un lien entre cette photo, est-ce que cette peinture, est-ce que je m'y retrouve quelque part, au plan émotif, au plan psychologique, au plan esthétique? Est-ce que j'établis un rapport entre moi-même qui regarde cette œuvre et cette peinture ou cette photographie? Ça change quoi qu'elle soit unique ou qu'elle soit multiple? Et ça, c'est l'essentiel quand même. Le reste, ça concerne le collectionneur, le marchand, c'est un autre domaine. Bon. Et puis, on va regarder un peu plus près. Je démolis les vaches sacrées. Et on va prendre l'exemple de Rubens. Entre parenthèses, voilà encore, hein, voilà un autoportrait de Rubens. Alors là, on est le noir et blanc, vous m'avouerez, qui joue encore un sacré rôle, là. Hein, je parle dans l'autoportrait. Mais c'est pas pour ça que je vous l'ai mis. C'est que Rubens est quand même un des très grands peintres du XVIIe, mais c'était presque aussi un ambassadeur. Et là, on retrouve le rapport entre l'image et la politique et le pouvoir. À l'époque, un mariage princier, c'était presque des traités de paix. On mariait la petite princesse avec le petit prince c'était des traités de paix. Bon, les gamins, ils s'aimaient pas, ça c'était très secondaire. Hein. Bon. Mais il fallait quand même négocier tout ça. Hein. Donc il fallait quand même montrer si c'était une petite princesse de Vienne et qu'on voulait la marier avec un petit prince espagnol, il fallait quand même qu'on montre une image à la famille en disant qu'elle était belle, et le peintre, évidemment, y allait, en remettait une petite couche pour la présenter sous son meilleur jour. Je vous conseille d'aller à Anvers. À Anvers, d'abord c'est une ville très attachante, vous pouvez visiter l'atelier de Rubens. C'est pas une chambre, hein, c'est pas le petit coin où on installe son chevalet et aujourd'hui on fait sa peinture. Non, c'est la dimension d'une petite PME. Ils sont, je ne sais pas combien, moi, 25, 30 là-dedans. Il y a les disciples, il y a les permanents, Bon, c'est une équipe. Donc, il est de coutume de dire que le grand maître, il met son grain de sel partout, hein, y compris dans les tableaux que font ses disciples. Il se réserve la figure essentielle, le portrait du, je sais pas quoi, moi, du Christ ou du donateur, enfin les pièces essentielles. Mais c'est un travail d'équipe. Et puis, quand mon cher Rubens, alors, vous avez quand même quelques notions de géographie, Anvers, Vienne, l'Espagne. On est au XVIIe siècle. Il n'y a pas l'avion, hein? Il n'y a pas le TGV non plus. Donc, pour aller d'Anvers à Vienne, l'Espagne, revenir à Anvers, ça fait quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois d'absence. Si vous considérez que Rubens a fait plusieurs fois le coup, il est devenu presque un diplomate, hein, vous apercevez que pendant ce temps-là, son atelier, il tournait, et on faisait du Rubens à tour de bras. Parce que les disciples, qui sont de très très grands professionnels, savent vous faire du Rubens parfaitement. Si vous ajoutez encore que Rubens, il y avait évidemment les apprentis qui faisaient les couches, etc. Mais si vous ajoutez que dans l'atelier de Rubens, vous avez comme disciples deux très grands peintres, Jordaens et Van Dyck.
mais des peintres qui ont deux styles, qui leur est propre, extrêmement différents. Je vous présente deux Rubens. Avouez que c'est pas pareil quand même, c'est pas le même style. À droite, vous avez une descente de croix qui se trouve à la cathédrale d'Anvers, qui est une merveille. Alors c'est pas très gai, mais c'est d'une élégance. Regardez la forme, c'est une élégance extraordinaire. Regardez le tableau de gauche, il y a une force, une puissance extraordinaire. Alors, moi, je vais vous faire part de mon petit avis personnel. Mais évidemment, ce n'est que mon avis, attention. Moi, quand je vois ces deux Rubens, je me dis, à droite, je vois complètement l'influence de Van Dyck, qui a fait toute sa carrière en Angleterre, et quand vous connaissez l'œuvre de Van Dyck, on représente des gens de la noblesse d'une manière très élégante. Il ne fait pas des gens du peuple, hein, c'est plutôt... bon. Quant à Jordaens, vous retrouvez sa force, sa puissance, ses muscles, etc. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune certitude, mais voilà ma réaction. Tout ça pour vous dire que la peinture égale main de maître, mon œil. Parce que... et puis je pourrais vous citer beaucoup d'autres exemples, mais bon, je ne veux pas abuser. Donc, non, l'œuvre unique, non, il y a plusieurs mains, comme souvent. Et là, je pourrais vous multiplier les exemples. Donc, effectivement, on peut se poser aujourd'hui la question du rapport de la peinture et de la photographie, et c'est vrai qu'un certain nombre de peintres travaillent avec la photographie. C'est le cas des néo-réalistes américains, des hyperréalistes américains, par exemple. C'est le cas de Dali. C'est le cas de plein de photographes. Et si j'ajoute à ça que si vous allez aujourd'hui à la FIAC, où le droit d'entrée est de plus en plus cher, parce que nous, ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est les milliardaires qui peuvent acheter des tableaux et des photographies à des prix exorbitants. Bon, bref. Mais vous avez des œuvres où vous avez il y a un moment, vous ne savez plus si vous avez devant vous une photo, un tableau, de la sérigraphie, tout ça est mélangé, voire de la vidéo. Tout ça, parfois, est complètement mélangé. Donc, il y a un moment où, effectivement, je crois que c'est une vraie question de la créativité contemporaine. Aujourd'hui, peut-être que le sujet de cette causerie est déjà un peu dépassé, dans la mesure où demain, peut-être que toutes les techniques vont se regrouper pour nous proposer une œuvre. Moi non plus, là, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que j'ai sous les yeux. Quand je regarde un tableau, je ne me pose pas d'abord la question, est-ce une huile, est-ce une aquarelle, est-ce un fusain, etc. Ma première chose, est-ce que cette peinture, est-ce que cette photographie me parle ou non? Après, j'analyse. Après, je dis, ah bah oui, tiens, ça c'est une huile, c'est ceci, c'est cela, et puis l'éclairage, oui, puis les ombres, et puis la composition, et puis... Il est évident qu'un photographe qui voit beaucoup de peinture apprend beaucoup dans sa composition, mais qui devient instinctive. Il y a un moment, quand il faut faire très vite, la composition, on ne se pose pas la question, mais il va y avoir le plan. Non, on n'a pas le temps. Tac. Mais il faut que ça soit incorporé dans l'œil, et dans le... Voilà. Mais elle est là. Comme quand vous passez une vitesse, vous ne posez pas la question, voyons voir dans quelle vitesse je suis. Non, vous le faites automatiquement sans vous en rendre compte. Voilà. Voilà. Une dernière chose, c'est que quand tu vois les photos d'animaux, de Patrick, s'ils ne se déplacent pas, il n'y a pas de photo. Mais voilà. Alors que le peintre, lui, c'est pas une critique. Mais non. Le peintre, il peut rester statique, s'inspirer des choses. Mais exactement.
Et si Patrick déclenche la seconde d'avant ou la seconde d'après, il n'a pas l'expression de son lion, de son chevreuil. Ça se joue à rien. Hein. C'était un peu le cas des photos humanistes, enfin, que je revendique personnellement. Mais si vous déclenchez un peu avant ou un peu après, c'est raté. Il y a beaucoup plus de ratés que de réussites. Hein. C'est parce que si la personne, si elle est comme ça, et si d'un seul coup elle fait ça, bah, c'est autre chose. Donc, et ça c'est dans la seconde. Hein. Donc c'est voilà. Donc là, d'où l'instantané photographique qui est quand même, encore une fois, mais je ne reviens pas là-dessus. Alors, si on était multiple, unique ou multiple. Alors, en photo, il y a eu au départ une autre suspicion. C'est qu'est-ce que c'est que cette technique nouvelle qui fait appel à la mécanique, à la physique, à la chimie, bon, comme si les peintres n'y faisaient pas appel. Je vous rappelle que l'impressionnisme, ça sort aussi des lois de Chevreul, qui sont aussi des scientifiques. La séparation des proximités des touches, etc. Bon. Donc, mais c'est quand même un concurrent qui arrivait pour la peinture, et donc évidemment on ne l'accueille pas très bien. Au mieux, on s'en sert pour photographier, ça remplace le carnet d'esquisse, mais c'est quand même la petite fille pauvre hein, de la peinture, qui va prendre évidemment peu à peu son autonomie. Mais si on revient à l'idée, mais ça a compté, au début ça a vraiment compté, au moment de l'apparition de la photo. Alors, on est toujours dans le multiple ou l'unique. Le daguerréotype, c'est quoi? Il arrive en 1839. C'est un positif direct qui est fixé sur une plaque métallique. Mais c'est une œuvre unique. Ça ne va pas durer longtemps. 10 ans après, et c'est là qu'on peut vraiment dire que la photographie commence vraiment selon les normes qui ne sont plus tout à fait celles d'aujourd'hui, mais je parle de l'argentique, c'est-à-dire on invente le négatif, et donc en inventant le négatif, on peut multiplier les tirages, et ça arrive aux alentours de 1850. Mais il faut se rappeler que l'imprimerie date du XVe siècle, et que l'imprimerie imprimait déjà des images, notamment à partir souvent de gravures, un peu plus tard. Bon, que la lithographie, elle apparaît au début du XIXe siècle, peut-être dans les toutes dernières années, mais enfin, en gros, début du XIXe siècle, en même temps que l'invention de la photographie, à quelques années près. Hein. On est début, bon. Donc, tout ça est quand même un peu lié. Et je dirais que cette extraordinaire révolution de la peinture qui a commencé au XIXe siècle, peinture moderne, avec Manet peut-être, on pourrait le contester, mettons que ça soit avec Manet, et qui va se prolonger à travers l'impressionnisme, à travers Cézanne qui est à la fois le père comment dirais-je, des fauves et le père des cubistes, n'est-ce pas? Chez Cézanne, vous avez les deux. Vous avez la forme du cône, enfin, etc. Et vous avez les couleurs éclatantes voilà Cézanne. Vous voyez, on commence à comprendre que on s'éloigne de la ressemblance et ce qui compte, c'est les formes et les couleurs. On n'est plus dans la ressemblance. Et donc, là, je dirais, et ça sera la grande conclusion, si vous voulez, de cette causerie,
que, à mon avis, cet extraordinaire renouveau de la peinture du XIXe siècle, et qui va se prolonger à travers l'impressionnisme, les fauves, bon, etc., jusqu'à l'abstraction, parce que là, on n'est pas loin de l'abstraction, hein. On n'est pas loin de l'abstraction, la photographie va obliger la peinture à prendre une certaine distance avec la ressemblance, qui était quand même une de ses grandes bases, pour l'obliger à se replier sur ses propres valeurs. Et notamment en lui donnant l'occasion d'abandonner la copie, d'abandonner la ressemblance. Tu peux y aller. Alors là, voilà Cézanne, voilà Chagall, tu peux y aller. Voilà Picasso, voilà encore Picasso, voilà encore Picasso, voilà encore... Ah ben dis donc, j'en ai mis de Picasso. Voilà encore Picasso, voilà Émile Nolde, voilà Fernand Léger, voilà à gauche Matisse, à droite Zhao Wuqi, voilà Kandinsky, on va retrouver Franz Marc, et puis des peintres modernes comme Cremonini, ça c'est un peintre que j'aime beaucoup, celui-là aussi, qui s'appelle Attila. Vous voyez, on est loin, tout ça, de la ressemblance, et là nous arrivons au peintre américain. Vous voyez, on sent bien que la peinture, dans sa grande originalité, dans son grand renouveau, dans sa révolution depuis Manet jusqu'à aujourd'hui, encore que, bon, on peut discuter sur l'art contemporain aujourd'hui, mais enfin bon, on sent bien que la photographie, en obligeant la peinture à s'éloigner de la ressemblance, parce que de ce côté-là, la photo fait mieux, lui a rendu le plus grand des services en lui permettant de se replier sur ses propres valeurs. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Peut-être qu'on peut en avoir d'autres. En tout cas, c'est le mien, et comme on dit dans Tintin, je le partage. Alors, bon, ça pourrait être notre conclusion. On pourrait peut-être, quand même, si vous en avez pas marre, on pourrait dire un mot sur la situation d'aujourd'hui. Quelle est photo numérique, photo argentique, photo numérique. Ça aussi, c'est un grand débat. Mais on est toujours dans le progrès. Tout au long, on s'est aperçu que la créativité passe aussi par le rapport avec l'argent, avec le pouvoir, mais aussi avec les progrès de la science. Mais je parlais des lois de Chevreul à propos de l'impressionnisme, mais on n'arrête pas. Il n'y aurait pas eu de peinture en plein air si on n'avait pas inventé la couleur en tube. Ça commence avec Barbizon, avec l'impressionnisme. C'est juste un exemple. On ne peut pas séparer les modes, l'argent, l'économie, les progrès de la science, les besoins de l'époque, etc. Alors aujourd'hui, photo numérique. À la prise de vue, ça change rigoureusement rien. Que vous preniez une photo, bon, enfin bon, il faudrait nuancer, j'en suis d'accord. Bon, le problème du noir et blanc ou de la couleur, en numérique, le problème est réglé, hein, puisque vous prenez en couleur et vous transformez en noir et blanc. Bon, donc ce problème-là est réglé. Un avantage considérable, alors là, considérable, c'est la sensibilité. Moi, quand j'ai commencé la photo dans les années, vous êtes bien assis, hein, en 55, dans 53 même, même avant, oui, enfin bon, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. La sensibilité de référence était 50 ASA. Aujourd'hui, on est à 50 000 ASA. Probablement qu'on n'est peut-être pas si loin des 500 000 ASA. C'est-à-dire que maintenant, le flash, les fabricants de flash, ils vont avoir du souci à se faire. Non pas que le flash n'aura pas son intérêt
en studio dans certaines circonstances pour bâtir, pour construire une lumière. Bon, d'accord, mais ça c'est un progrès extraordinaire. Et vous baladez, vous sortez d'un endroit hyper ensoleillé, une plage où vous avez des rayons ultraviolets à pas visibles, vous rentrez dans une grotte, tac, vous passez de 100 ASA à 25 000 ASA. Ça, alors là, c'est extraordinaire. Vous avez le zoom. Alors moi, nous, on se baladait avec 4 ou 5 appareils autour du cou, en noir et blanc, en couleur, sensibilité importante, point importante, les uns avec un télé, l'autre avec le grand angle. Oh, vous baladiez, c'était vraiment la cacaillerie, ça s'entrechoquait, enfin c'était... Bon, aujourd'hui, tout ça, vous avez ça, en un appareil. Quelle merveille, quelle merveille. La définition, c'est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Moi, à mon époque, une émulsion de 100 ASA était... Enfin, une époque, dans ma jeunesse quand même, hein, une émulsion de 100 ASA était considérée comme une pellicule rapide. Quand l'Atrix est arrivé avec 400 ASA, mais l'Atrix du départ, qui n'est plus l'Atrix d'aujourd'hui, avait des grains comme ça. C'était énorme. Quand vous faisiez un agrandissement, moi j'aime bien le grain, ça ne m'a jamais gêné. Mais c'est des grains importants. Aujourd'hui, vous prenez une photo à 12 000 ASA, bon, ça s'appelle plus le grain, mais c'est la même chose. Mon fils, photographe, il a eu une exposition qui a duré 1 an à vous la connaissez, à Nemours. On lui a demandé un agrandissement, vous êtes bien assis, de 35 mètres carrés, 7 mètres de large sur 5 mètres de haut, à partir d'un 24-36. J'aime mieux vous dire que quand on... C'est extraordinaire. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et nous, quand Anne-Sophie nous en a parlé, on a dit, non, mais attendez, c'est pas possible, il faut prendre une chambre importante, etc., parce qu'on n'y croyait pas, hein, on n'y croyait pas. Et quand on a vu ça avec les labos, alors attention, hein, c'est pas n'importe quel labo qui peut faire ça, mais quand même, à partir d'un 24-36, faire un 35 mètres carrés, alors là, la définition, c'est absolument extraordinaire. Un autre avantage extraordinaire, c'est la rapidité de transmission. Moi, à mon époque, quand un journal, une revue, une agence, nous demandait une photo, quand c'était le noir, et bon, il fallait quand même le temps de faire le tirage, de l'envoyer par la poste. Alors, quand ils demandaient le diapo, c'était un document unique. Hein. D'ailleurs, moi j'ai vu comment les photograveurs, des fois, traitaient les diapos. Moi, j'en étais malade. Les traces de doigts, je ne vous dis pas, les traces de graisse, les éraflures qui vous revenaient. Aujourd'hui, vous faites 2-3 clics et votre photo elle part au bout du monde. Oh, vous pouvez choisir la définition. Enfin, ça c'est absolument extraordinaire. Alors, ces mêmes avantages posent quand même un problème de la photographie, c'est le rapport de la photographie avec Internet, qui aujourd'hui prend des proportions importantes. Moi, je vois devant... moi, je ne suis pas un fada d'Internet. J'utilise Internet, évidemment, comme tous les jours, comme tout le monde. Mais je ne suis pas un fada. Bon. Mais je vois dans les revues professionnelles, je vois des vedettes de la photo dont j'ai jamais entendu parler, qui sont des vedettes sur Internet et qui vendent à des prix hyper confortables, qui nous auraient fait rêver, pour des photos dont... Bon, mais ils vendent et ils vendent cher. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On n'en sait rien. Comment ça va évoluer ? Je ne sais pas. Et puis, peut-être pas vous tous, mais enfin, il y a à parier qu'il y a un grand nombre d'entre vous
ont un appareil photo dans votre poche. Tout le monde a son appareil photo dans la poche. Donc on est à une époque où il se fait, j'ai eu le chiffre, c'est astronomique, je crois qu'il se passe, on fait tous les jours des milliards, chaque jour, de photos dans le monde. Des milliards de photos dans le monde. Mais, parce que moi j'aime bien les mais, problème de la conservation en numérique. On ne le clame pas sous les toits, sur les toits, parce qu'il y a des enjeux économiques énormes, énormes, à tout point de vue. Mais à l'heure d'aujourd'hui, rien de rien ne garantit la pérennité des images numériques. Une seule manière de la conserver, c'est de la recopier. Donc effectivement, ça c'est un grand avantage du numérique, c'est qu'il n'y a aucune perte de qualité. Une copie est rigoureusement semblable à... Il n'y a aucune perte de qualité. Ça c'est extraordinaire, ce qui n'était pas le cas en argentique. Mais rien ne tient le coup. Rien. On s'est beaucoup renseigné là-dessus. Il y a des espoirs. On parle de graver sur des disques en verre, mais on en est encore à la recherche. Alors, on est peut-être en train de vivre un paradoxe si on se projette dans 50 ans ou dans un siècle. Alors d'aujourd'hui, où on n'a jamais fait autant de photos, la grande question, c'est que il en restera peut-être beaucoup moins que du temps de 1900. Il risque d'y avoir une grande tache blanche. Alors évidemment, les institutions, eux, vont avoir le personnel, et puis la continuité, on va renouveler ça régulièrement. Il y a des grands disques durs qui se renouvellent automatiquement, et là, de ce côté-là, le problème est réglé. Mais nous, les photos, appelons-les les photos de famille, qu'est-ce qu'il en restera dans l'état actuel des choses, dans 50 ans ou dans 100 ans? Moi, je suis très pessimiste. À mon avis, il en restera pas grand-chose. Alors, moi, je suis un optimiste de nature. Je crois en l'homme, et je crois qu'ils trouveront. On va le trouver. Ils trouveront. Je suis sûr qu'ils trouveront des supports qui... bon, c'est dans l'air, ça va arriver. Mais dans l'état actuel des choses, non. C'est la grande lacune de la photo numérique. Et de ce côté-là, encore aujourd'hui, la photo argentique est supérieure à la photo numérique dans sa conservation, parce qu'aujourd'hui, on a quand même le recul. On a quand même un recul on sait que l'argentique, à condition qu'il soit conservé dans de bonnes conditions. Mais bon, j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Annette Doisneau. Quand vous allez là où habitait Robert Doisneau, bon, maintenant, il y a un frigo ventilé. C'est bon, dans les agences, bon, il y a des tas de précautions à prendre, bien sûr. Taux d'hygrométrie constante, enfin, etc. Mais pour les photos de famille, à moins que vous soyez sûr que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants recopieront sur un support, là, je vous trouverai très optimiste si vous me dites que vous êtes sûr de... Non. Il y a toute une partie... La majorité des photos de famille qui se font actuellement, c'est avec les smartphones. C'est... Avec les smartphones et les téléphones. Oui, en plus. Oui. Et puis souvent, le réflexe, quand on regarde les jeunes, je te prends, t'as vu la gueule que t'as, et puis on l'efface. Bon, ils l'effacent eux-mêmes, là, dans ce cas-là. Mais c'est vrai que le smartphone, encore que, là, je ne suis pas un technicien très averti, mais on m'a dit que certains smartphones font des photos de très, très grande qualité. Je ne parle pas de la qualité, c'est la pérennité, oui. ça. Oui, c'est vrai. Ils n'enregistrent pas ailleurs.
Non, non, mais bien sûr. Non, les gens- Mais bien sûr, oui, oui, ces photos-là sont condamnées, oui, sont condamnées, bien sûr. Mais encore une fois, demain, il y a quelqu'un qui va vous dire, mais vous pouvez transférer votre photo de smartphone demain. Bon, tout sera possible. Bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Bon, ça reste à voir. Eh ben voilà, je vous en ai. Merci, merci de votre attention. Alors, si vous avez des questions, on peut en débattre. Mais vous voyez, je crois que j'ai essayé de sortir des clichés. Enfin, mauvais jeu de mots quand on parle de photos. mais il y a des idées toutes faites. La peinture, c'est la couleur. Non, quand on regarde de plus près, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, il y a les modes. Alors, on considère comme ringard parce que c'est plus à la mode. Mais quand on sait que les modes, ça revient régulièrement, bon. Donc, qu'est-ce que c'est que la modernité? Enfin, bon, aujourd'hui, même dans les FIAC, par exemple, si vous prenez, bon, il y a quand même des modes. Hein. Vous avez de très grands artistes qui, selon les époques, ne seront jamais achetés par des FIAC, parce que la mode du moment, la mode du moment dans la FIAC, c'est pas forcément le rapport à la ressemblance, mais c'est une autre théorie, c'est une autre mode. Et puis, 20 ans plus tard, quand on va changer, ça va être une autre mode. Ça va être... Donc, qu'est-ce que ça veut dire, peinture moderne, peinture... Bon, si on prend le cas, même dans l'histoire, si vous prenez un peintre comme Latour, peintre de la cour, hein, ça a été vraiment un peintre extraordinaire. Très peu de peintures de Latour, je crois qu'il y en a 25 ou 30 dans le monde, hein, très peu. Eh bien, pratiquement, c'est un peintre qui avait disparu de l'histoire de l'art. On attribuait, il avait carrément disparu de l'histoire de l'art. C'est à partir du début du XXe siècle, je crois, qu'il y a un critique allemand, je crois, qui s'est interrogé sur ces peintures qu'on attribuait tantôt au frère Lenain, tantôt à Rembrandt, tantôt à un peintre qui s'appelait Michelin, tantôt au Caravage. Et lui s'est dit, mais c'est drôle quand même, moi je trouve qu'il y a quand même... Et c'est lui qui a réhabilité Latour. Latour, le grand peintre de la cour, disparaît. Des peintres comme Bouguereau-Messonnier à la fin du XIXe siècle avaient les cotes commerciales d'un Picasso d'aujourd'hui. En quelques années, ça s'est complètement effondré. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est fragile. Hein. La mode d'aujourd'hui, ça bouge sans arrêt. Et donc, parler de beauté, parler de modernité, tout ça, ce sont des mots un peu fragiles qu'il faut... Voilà. Hein. Voilà. Eh bien, suivant l'usage, merci de votre attention, c'est ce qu'on dit.